hein, et les ressources de la ville, la ressource des villes, mais particulièrement de la ville de Nanterre, ont été très entamées ces dernières années. On a donné le chiffre qu'un certain nombre vous maintenant ont en tête. Hein, on est passé entre 2012 et aujourd'hui, c'est moins 35 millions sur le budget de la ville, hein, entre la baisse de la dotation globale de fonctionnement et la montée des péréquations. Nanterre a été plus victime que d'autres de cette question-là, pour des raisons que je ne veux pas vous expliquer ce soir, ça sera un peu long, mais qui sont réelles. D'ailleurs, pour l'instant, nous avons un recours devant le tribunal vis-à-vis de l'État, puisque Nanterre a été plus maltraitée que d'autres villes. Par exemple, un habitant de Nanterre paye plus pour la péréquation, donc pour la solidarité avec les autres villes, qu'un habitant de Neuilly, ce qui est quand même un peu bizarre. Et on nous prélève plus en proportion de notre budget qu'à la ville de Puteaux, qui est évidemment bien plus riche que la ville de Nanterre, puisque c'est pour l'essentiel, la défense est chez eux. L'essentiel des tours de la défense sont à Puteaux. Et évidemment, et vous savez, peu à Nanterre, si ce n'est les 2 tours de la Société Générale. Voilà. Donc évidemment, il faudra des arbitrages, il faudra débattre ensemble, puisque l'élection municipale ne peut pas être une élection dans laquelle tout le monde promet tout et n'importe quoi et après dit non, finalement on ne pouvait pas le faire. En tout cas, ce n'est pas notre conception de la politique, de l'exercice des responsabilités. Donc c'est pourquoi tous ces moments sont importants et en plus sur un sujet que je crois beaucoup d'entre vous souhaitait qu'on le traite sans doute différemment de ce qu'on aurait de ce qu'on l'a traité dans ces dernières décennies. Et donc, je suis très content que vous soyez venus nombreux pour participer à ce débat. Merci. Merci beaucoup. 1, 2. Bien, alors il me revient de vous présenter dans la continuité de ce que vient de dire Patrick Jarry, et puis après la présentation faite par Lorraine, il me revient donc de partager des éléments d'information qui consistent à mettre à la portée de tout le monde ce que la ville, ce que nous avons fait et là où nous en sommes. Parce que évidemment, sur ce sujet-là, il y a beaucoup à faire, ça c'est évident, on le sait, hein. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons déjà engagé un certain nombre de projets, voire on a fait du chemin. Mais ce qui est important là ce soir, c'est qu'on se sépare tout à l'heure avec un certain nombre éventuellement de propositions, voire d'interrogations. Et ça va être surtout ça qui va être fait après quand j'aurai pris la parole pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc sur les domaines d'action de la ville pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un sujet, quand Patrick Jarry disait ce sujet-là, on aurait pu le traiter autrement. C'est vrai aussi que c'est un sujet qui, de toute façon, aujourd'hui, on le voit partout. Hein, il est entendu, y compris dans l'ensemble des débats que nous avons eus jusqu'à maintenant, dans les 4 précédents. À un moment donné, il est toujours question des hommes et des femmes et de l'égalité, faire progresser cette égalité-là. Et pour faire progresser cette égalité-là, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on s'interroge ensemble. Entre autres, donc, sur les politiques municipales. J'ai été très rapide, mais sur les politiques municipales, pardon, vous l'avez le slide vous le dit, on a eu une attention très particulière, que ce soit du côté du sport, du côté de la culture, donc j'y reviendrai tout à l'heure de façon un peu plus précise, et ce sont des choses que l'on va regarder ensemble. On regardera aussi sur les ressources humaines de la ville, c'est aussi une attention que nous avons portée sur la place et l'égalité homme-femme sur les ressources humaines de la ville. Évidemment, un sujet, et c'est absolument celui-ci dont nous avons besoin de parler avec vous, c'est sur l'espace public, faire évoluer l'espace public et la place des femmes et des hommes à égale répartition, si on pouvait, dans l'espace public, et enfin sur les histoires, sur tout ce qui touche autour du soutien aux associations qui elles-mêmes ont une mission assez importante de travail, d'élaboration, de proposition, de faire bouger la loi, de faire changer les lois, et surtout de faire changer les pratiques. Si on en est d'accord. Donc sur les domaines de l'action de la ville, il y a plusieurs choses sur lesquelles nous avons été assez performants, mais qui demandent encore de savoir si on fait, comme on le dit souvent, stop ou encore. Sur l'insertion, par exemple, où on a effectivement réalisé
Sur l'insertion sociale et professionnelle, en général, hommes-femmes, il y a eu un atelier sur l'emploi qui le démontrait. Là, je pourrais dire qu'effectivement, on a eu une attention particulière sur l'insertion femmes, sur les conventions signées avec, par exemple, les entreprises pour accueillir des femmes dans le cadre des parcours d'insertion. Mais évidemment, et là le chiffre le dit d'ailleurs, 19% seulement de contrats ont été signés ont été réalisés sur les 1,3 million d'heures d'insertion réalisées. Mais évidemment, c'était dans le secteur du BTP. Donc la question, si on ne change pas la fréquentation et l'activité humaine homme-femme dans le secteur du BTP, alors déjà 13%, c'était déjà pas mal, cela dit, il faudrait peut-être s'interroger sur à quels autres secteurs on devrait ouvrir la question de l'insertion pour faire monter les heures d'insertion pour les femmes. Donc, travailler sur les clauses d'insertion. Alors, je le disais tout à l'heure rapidement, sur d'autres choses sur lesquelles les femmes ont été touchées par notre activité, on peut passer à la suite justement, c'est quelque chose qui se reproduit depuis plusieurs années maintenant et qu'on retrouve dans les environs du mois de mars, sur le printemps de l'égalité. Alors ça, c'est une focale que nous avons posée il y a quelques années. Évidemment, ce n'est pas la ville toute seule, c'est la ville avec les associations, avec les habitants, avec des usagers, et qui font participer, comme vous le voyez ici, pratiquement 2000 personnes qui ont participé cette année au Printemps de l'égalité. Alors le Printemps de l'égalité, c'est quoi? C'est une mobilisation dans des espaces fermés que sont les salles de spectacle, les centres sociaux, les centres de loisirs par exemple aussi, mais aussi les habitants, et travailler sur ces questions d'égalité pour sensibiliser, pour travailler à l'appréhension, spectacle, exposition, formation, etc., et de sensibiliser les gens, les personnes, à la problématique de l'égalité, et en partie en s'appuyant sur les questions culturelles. Outil évidemment de développement de l'égalité entre hommes et femmes. L'autre domaine qui, alors là, par contre, a fait un bond énorme, et là, je dis bravo aux associations, je dis bravo aux personnes qui conduisent l'ensemble de ces projets pour les habitants de la ville. On les a sollicités et ils ont répondu de façon positive. Un endroit où effectivement les femmes ont trouvé plus de place, c'est sur la pratique du sport. Alors beaucoup en club, évidemment, mais si je prends par exemple, alors je ne sais pas si les Farid Rezak pourraient nous témoigner tout à l'heure, par exemple du côté de la boxe, ce sont des ateliers de boxe qui ont ouvert essentiellement fréquentés par des femmes, mais pas que bien sûr, et on a multiplié, on est passé de 5 à 15 à 20 à 40 personnes qui fréquentent ces ateliers-là. Donc une attention très particulière, et ça ne s'est pas fait comme ça, il a fallu que les éducateurs, il a fallu que les encadrants, mais il a fallu aussi que les structures d'accueil, ne serait-ce que les vestiaires par exemple, soient adaptés pour que hommes et femmes puissent pratiquer les mêmes activités dans des lieux comme par exemple la boxe. Et puis, quelque chose de remarquable évidemment, je sais, c'est aussi l'équipe féminine de rugby aussi, mais c'est bien le travail des associations qui a permis qu'on bascule et qu'on ait plus de femmes qui pratiquent à leur demande ces activités-là. Alors ça s'est fait aussi parce que nous avons fait, avec les services des sports, un appel à projet. L'appel à projet qui a, je crois que oui, c'est indiqué, un appel à projet. Les associations ont répondu à cet appel à projet, donc il y a eu un comité d'études sur l'ensemble de ces projets, et on a opté pour un certain nombre d'aides aux associations pour faciliter la pratique de certaines activités sportives pour les femmes. Donc je parlais des équipements, l'ouverture des équipements l'après-midi, le soir, à des heures qui sont adaptées éventuellement pour les pratiques d'activités pour les femmes. Voilà. Donc j'ai parlé de la culture, j'ai parlé des sports. Un autre domaine sur lequel nous sommes sensibles et nous avons eu à cœur de sensibiliser toutes les équipes, alors je vais parler des animateurs et des animatrices des centres de vacances, des centres de loisirs, et donc toutes les équipes éducatives qui encadrent, et pour lesquelles ce n'était pas naturel de faire attention aux effectifs d'inscription. Spontanément, sur certains types d'activités, je n'apprends à personne, on va voir tel séjour, alors je vais dire ranch, rando, cyclo, fréquenté par les garçons. On a posé des choses avec les services ont joué le jeu, mais il a fallu donc aussi sensibiliser les équipes d'encadrement. Et aujourd'hui, pour chacun des séjours, quel qu'il soit, il y a une inscription 50-50, 50%, 50% de filles, 50% de garçons qui sont inscrits pour les activités.
Et quand bien même il y a des désistements, par exemple, et ça arrive fréquemment, c'est une fille qui se désiste, elle est remplacée par une fille, c'est un garçon qui désiste, il est remplacé par un garçon. C'est pas simple, parce que derrière ça, c'est aussi les parents. Je pense que certains d'entre vous connaissent cette question-là aussi. C'est les parents, c'est conjuguer filles et garçons en vacances. Ça fait aussi partie de l'éducation pour tous. Donc, important. Je vais aller très vite sur dans les projets que nous avons, parce que là aussi nous avons été interpellés, alors là par les éducateurs que sont les enseignants, mais pas que, c'est aussi nous qui l'avons perçu. Vous connaissez tous les cours de récréation, hein, avec la caricature, c'est la partie de foot au milieu de la cour de récréation. Comment on se sépare de ça? Voilà. On travaille sur cette question-là. On a quelques idées, on vous en fera part tout à l'heure, mais c'est aussi des choses sur lesquelles nous avons travaillé pour cette question d'égalité filles-garçons. Ça commence à cet âge-là, hein, l'espace public, l'occupation de l'espace public. Les filles tout autour qui font des petits jeux et les garçons au milieu avec la balle entre les jambes, et on y va. Donc ça aussi, c'est aussi un travail que nous sommes en train de faire. Et nous avons une expérimentation à l'école Maxime Gorky qui est en grande rénovation. Mais il n'y aura pas que ça. J'ai parlé des ressources humaines tout à l'heure rapidement. Je disais qu'il y aurait quelques informations sur cette question-là. Alors, la ville de Nanterre, comme dans beaucoup de villes, je peux donner quelques éléments, ils sont là. Évidemment, il y a pas mal on a pas mal d'activités, des activités qui sont prises en charge par la ville. Et beaucoup de ces activités-là sont naturellement, et je le dis avec des guillemets, hein, entendez bien les guillemets, encadrées et portées par des femmes. Et donc, nous avons effectivement 65% de femmes dans le personnel communal. Les accueils de la première enfance, les assistantes maternelles à domicile, je pourrais comme ça en citer beaucoup. Donc nous avons on a un total de 65% de femmes dans le personnel communal, donc beaucoup. Et quand même, quelque chose qui est tout à fait singulier par contre, et qui je pense est à mesurer, parce que ça c'est pas partout comme ça, on a 67% des femmes qui sont des catégories A, donc des catégories d'encadrement. Donc c'est aussi notable de se dire que dans ces catégories-là, même si c'est pas toujours évident et que oui, dans les services techniques, dans certains services, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais la part de l'encadrement en catégorie A est quand même aujourd'hui encore à 67%. La rémunération, parce qu'il faut toujours faire un clin d'œil à cette question de rémunération homme-femme, sur notre ville, mais elles sont souvent liées aux questions aussi d'histoire et de parcours de vie. La rémunération chez nous, donc chez nous, la ville de Nanterre aujourd'hui, elle est, chez les femmes par rapport aux hommes, elle est à moins 7, on est en dessous des hommes à 7%, et on a fait une petite comparaison parce que dans le département, mais c'est pas ça qui nous réjouit, mais dans le département, les hommes-femmes sur les mêmes catégories, les femmes sont à moins 10% de rémunération par rapport à la tranche homme. Donc comment faire ça aussi, hein, il faut aussi en parler, mais souvent ce sont des ruptures de carrière, hein, parce que là on est dans des catégories où de toute façon on rentre avec les mêmes diplômes et on exerce les mêmes fonctions. On continue, parce que peut-être que ce qui sera intéressant entre nous, alors vous avez sûrement un certain nombre de propositions à nous faire tout à l'heure, mais une chose qui nous a effectivement sensibilisés, c'est sur proposition d'une association, mais pas qu'avec l'association, il y a des jeunes femmes qui ont demandé aussi de faire des marches exploratoires menées donc, par des habitants dans le quartier du Chevalier, donc pas très loin d'ici, parce que c'est bien cette question-là, cet espace public qui est occupé essentiellement, on se disait encore ce midi, les espaces publics sont occupés essentiellement de façon statique. Si on prend les questions statiques, par des hommes, par des garçons, par des jeunes hommes, on va moins rapidement, moins facilement voir des femmes ou des jeunes filles discuter entre elles sur l'espace public. On a naturellement un espace public qui est occupé par les hommes. Comment le transformer et qui doit s'en préoccuper et à quel moment on doit se préoccuper de cette transformation de l'occupation de l'espace public. Donc c'est intéressant. Pour ça, donc pas. Alors, il y a évidemment plein d'études qui nous permettent de faire ce travail, mais je crois que le plus important pour nous, c'est de faire ces explorations et entre nous de se dire de quoi est-ce qu'on a besoin pour que le mélange se fasse homme-femme dans l'espace public. Donc, ces balades exploratrices qui nous ont permis de donner un certain nombre de choses. Les dernières choses sur lesquelles je souhaitais porter votre attention, qui sont une manière d'avancer quand même sur ces questions-là, depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, c'est pas très vieux, mais ça avance.
À partir du moment où il y a des noms à donner pour des rues, pour des établissements, pour des écoles, pour des locaux, etc., on va choisir de donner un nom de femme. Il y en a, des femmes célèbres. Donc on va chercher à donner, engager, donc la ville s'engage à ce que des noms de femmes soient inscrits sur l'espace public. Donc il y a quelques noms qui sont cités là. En France, vous voyez, c'est une statistique qui est intéressante quand même. On a beaucoup d'améliorations. Je ne connais pas le pourcentage pour la ville de Nanterre, mais en tout cas en France, 5% seulement des noms de femmes. Alors on va me dire que l'histoire c'est comme ça, c'est beaucoup d'hommes. Oui, mais en grattant un peu, je pense qu'on peut trouver quand même les femmes pour l'histoire. Voilà. Et alors, un domaine sur lequel la ville, elle a une part de responsabilité et elle intervient, mais elle n'est pas seule sur ces questions-là, et entre autres sur les associations qui portent les projets de défense, de lutter contre les violences faites aux femmes. Donc il y a un certain nombre d'associations, je pense qu'il y a des personnes présentes ici qui pourront nous rendre compte effectivement de ce qu'elles font aux côtés de la ville ou avec la ville et pour les habitants. Malheureusement, à Nanterre, entre 2017 et 2018, alors 13,2% d'augmentation. Je ne vais pas les minimiser tout de suite, mais en même temps, on sait aussi qu'il n'y a pas très longtemps que toutes ces questions-là, on les dénonce. Hein, il s'est passé beaucoup d'années où on a tué un certain nombre de violences et qu'aujourd'hui, la porte, les bouches sont ouvertes, les esprits sont plus ouverts, et effectivement, donc entre 2017 et 2018, on a pu constater plus 13% de signalements. Soit il y en a plus, soit c'est aussi parce que maintenant les femmes s'expriment, disent et souhaitent être défendues et vont chercher l'accompagnement des associations. Vous avez quelques associations dont il était question, donc les CIDEF, entre autres, et la Fête 92, des associations qui, localement, ne sont pas... Alors, petit détail quand même qui est important toujours à dire, souvent on associe justement le mot association à, bon, c'est une association, ce sont, allez, je vais le dire comme ça, des gens de bonne volonté qui se mettent ensemble et qui font le travail. Non, elles sont de bonne volonté, je ne veux pas dire le contraire, évidemment, sinon elles font le travail, évidemment, mais surtout ce sont des associations qui sont constituées, sont dans un cadre juridique, santé, éducation, accompagnement, logement, etc. Enfin, ce sont des associations qui ont une reconnaissance locale, nationale, régionale, et qui peuvent apporter effectivement leur aide aux populations ou aux femmes. La dernière chose que nous avons faite d'ailleurs au conseil municipal, non pas le dernier mais l'avant-dernier, c'est l'attribution des bons de taxi, parce que ça c'était quelque chose qui restait encore très compliqué aussi pour pouvoir porter plainte. Un bon de taxi qui permet à toute femme victime de violence d'avoir un bon et de pouvoir aller à un certain hôpital, pas n'importe lequel, c'est celui de Garches, qui a effectivement un service et un centre médico-judiciaire, et grâce à ça, on peut y avoir les témoignages, les plaintes, etc. Maintenant, c'est plus que des questions. J'en ai posé quelques-unes tout à l'heure, mais ce ne sont plus que des questions. Quelle politique municipale donc pour une ville pour toutes et pour tous, hein? La place des femmes dans l'espace public, comment la favoriser? Je vous renvoie la question, mais je pense que Lorraine va le reprendre. La lutte contre les inégalités, et puis renforcer, chose d'important, renforcer la participation citoyenne des maires seuls pour lutter contre leur précarité. Voilà, des questions qui sont posées là pour le projet pour demain, et donc je vous propose de commencer à échanger, et on va laisser juste ça justement comme support de projet, puisqu'on avait quelques réflexions entre la création d'une maison des femmes, les questions de monoparentalité et de l'organisation des modes de garde et l'espace public. Voilà, j'ai un quart d'heure, j'espère que c'est... Voilà, merci. Merci pour la présentation, Lara. Je ne vais pas en rajouter, hein. La parole est vraiment à vous. Sentez-vous libre. Je sais que c'est pas simple d'intervenir, y compris quand on est une jeune femme, d'intervenir en public. Mais c'est un sujet, c'est un moment important, je pense, pour exprimer ce qu'on vit en tant que femme à Nanterre, quelles sont nos préoccupations, qu'on soit maman, pas maman, qu'on fasse du sport ou pas. Mais c'est le moment aujourd'hui de nous dire les choses et puis de voir comment on peut améliorer la place des femmes dans la ville de Nanterre. Vraiment, sentez-vous libre d'intervenir et de faire vos propositions.
bonsoir. Je m'appelle Aziza, je suis habitante de Nanterre depuis 37 ans et employée à la ville de Nanterre aussi. Donc moi, je vais voilà, donc moi j'ai deux questions, mais je vais d'abord parler un petit peu. Donc je veux dire, on sait que nos mères n'ont pas fait forcément ce qu'elles avaient envie de faire. Depuis toute petite, on nous inculque des pratiques et des codes. Donc on voit que la question de la femme est liée à l'éducation qu'on a eue. Aujourd'hui, nous, en tant que mères, jeunes, on essaie de faire autrement. On essaie de couper avec tout ce qu'on a reçu, pas tout, parce qu'il y a une bonne partie qui est bonne, et on essaie de couper sur des choix, dans la vie quotidienne, mais c'est très dur, parce qu'on a vu et on refait souvent la même chose. Et nous, jeunes mamans, aujourd'hui, on s'encourage. On encourage nos filles, bon moi j'ai pas de filles, mais les enfants c'est pareil, je vais les aider pareil, à l'autonomie. Mais aujourd'hui on nous rappelle sans cesse qu'on est inférieur de par le travail ou la vie de tous les jours dans nos familles ou ailleurs. Donc moi, avec ces fins, tout ça, on sait que la culture et l'éducation, ça m'a donné la force de m'en sortir. Donc c'est... Bon, grâce à la fréquentation aussi des associations. Sans ça, j'aurais peut-être suivi le même chemin. Et ces gens, dans cette association, sont battus pour faire sortir les femmes de chez elles, les amener à la culture, les amener à l'ouverture culturelle. Donc, c'est des gens qui ont donné leur vie pour ce travail. Donc, ma première question, monsieur le maire, c'est vous en avez donné des mesures et je crois qu'on s'est posé les mêmes questions. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place pour réduire ces inégalités afin que ces femmes s'épanouissent culturellement? Favoriser l'accompagnement de ces femmes qui sont isolées, jeunes, dans des situations souvent précaires et qui vivent dans les quartiers, dans les territoires classés politiques de la ville. Et ça cumule beaucoup de situations où on est vulnérable. Donc qu'est-ce que vous mettez en place, vous allez déléguer peut-être encore aux associations, pour qu'on puisse les ouvrir culturellement, parce qu'ensuite, nous, on va transmettre. Donc, pour transmettre, il faut déjà qu'on ait acquis. Et ma seconde question portera sur les inégalités de salaire hommes-femmes, donc en tant qu'employés, bien sûr. Donc, par rapport aux chiffres que vous venez de donner, on sait que beaucoup de femmes sont employées, mais il y a toujours des inégalités. Donc, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, il disait que c'était 27%. Donc, il y a 9% à poste égal, où l'homme est mieux payé, 9% parce qu'on choisit des métiers, entre parenthèses, féminisés. Donc, le gars qui va travailler en technique touchera mieux que celle qui est en crèche, qui sont deux métiers pénibles. Donc, et la troisième, c'est parce qu'on fait des enfants, on est pénalisé, on prend des congés, nos carrières, on les arrête. Donc l'homme ne va pas arrêter sa carrière. Je ne suis pas pour que l'homme soit moins payé. Je suis pour qu'on paye nos congés maths, qu'on paye le congé parental, qu'on paye le fait qu'on prenne des 80% pour garder nos petits et faire des choses pour l'éducation de nos enfants. Donc la question, donc quand on sait tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelles mesures, en tant qu'employeur, vous pouvez faire pour rééquilibrer ces inégalités salariales pour ces femmes qui ont aussi des métiers pénibles. Voilà. Oui, bonjour. Je suis habitante de Spanville depuis 35 ans, militante féministe. Et la première réunion qu'il y avait sur les femmes, j'avais pas pu y assister. Je vous avais envoyé un mail avec deux propositions. La première, on en avait déjà discuté avec M. Jarry il y a 5 ans, et il n'avait pas accepté l'idée, c'est qu'enfin on ait une élue aux droits des femmes à Nanterre. Voilà. Je pense que c'est très important et que c'est un message fort à toutes les Nantériennes. La deuxième proposition, c'était effectivement de créer une maison des femmes à Nanterre,
pas une maison comme ça, marquée, maison des femmes, mais quelque chose de vrai, comme la maison des femmes de Saint-Denis, hein, qui va aussi bien dans un sens d'accueil d'urgence, après des formations, de la contraception, de l'avortement, enfin, les mutilations sexuelles, enfin toutes ces choses-là. Les femmes sans papier, les femmes SDF, qui sont... C'est un problème qui n'est pas traité, donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette maison des femmes. Voilà. Je voulais aussi revenir sur votre 13% de plaintes en plus. Alors je crois que l'idée c'est que avant, je ne sais pas en ce moment, ça fait longtemps que je n'ai pas passé des nuits au commissariat, mais qu'avant, pour déposer plainte, pour qu'une femme dépose plainte au commissariat de Nanterre notamment, et c'est partout pareil, il y avait beaucoup de pression pour dire mais enfin madame, vous êtes sûre bon, une main courante, ça ne pourrait pas aller, quoi. Bon, oh, il vous a quoi? Il vous a acheté contre la porte, c'est pas très grave, vous n'êtes pas bien blessé. Bon, et j'en ai accompagné plein, je l'ai vécu moi-même, donc je pense que si les 13% ils sont en augmentation, c'est peut-être que sur le commissariat, il y a des réactions. Et il faudrait aussi que dans cette maison des femmes, il y ait, bon, j'ai envoyé un mail assez long et explicite, qu'il y ait vraiment des coordinations avec le commissariat pour plus qu'on se retrouve dans ces situations-là, qu'on soit bien en phase. Voilà. Merci. Bonjour, Valérie Métayer, j'habite Nanterre également depuis une quinzaine d'années. Je voudrais rebondir sur la proposition de Madame, parce que je trouve que je serais assez fière en tant qu'habitante de Nanterre d'avoir une élue qui soit effectivement spécifiquement en charge des sujets des femmes et de l'égalité des femmes. Et pour reprendre l'expression de Brigitte Grésy, qui est présidente et experte sur le sujet de l'égalité des femmes, l'égalité des femmes ne doit pas être soluble dans toutes les discriminations ou dans les diversités diverses et variées. On est un peu plus de 50% en poids de la population. Je ne sais pas quel est le chiffre sur Nanterre, mais en tout cas, on a vraiment droit à une égalité de traitement. Et je trouve qu'en termes de posture de la ville de Nanterre, par rapport à l'ADN que cette ville a, elle devrait avoir des partis pris beaucoup plus forts sur le sujet. Et la deuxième proposition, plus ayant trait à l'accompagnement des femmes au travail, je trouve que il y a un projet d'incubateur un peu au féminin pour pouvoir accompagner tout type d'activité professionnelle féminine en création d'emplois, en création d'activités. La création d'entreprises est quelque chose qui est difficile pour tout le monde et en particulier pour les femmes. Bonsoir, Khaled Bento du Petit Nanterre. Donc ce soir, je suis un militant féministe. Non. Et en fait, voilà, c'est mes interrogations par rapport à des problèmes qui datent depuis bien longtemps. C'est le problème que Aziza a soulevé, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le deuxième, c'était par rapport à la pénibilité. Il faut reconnaître cette pénibilité. Et un gros problème qu'on a encore, c'est surtout les pensions alimentaires. Donc on se retrouve beaucoup avec des femmes isolées avec des enfants, qui ont du mal à recevoir la pension alimentaire de leurs ex-concubins. Et on avait proposé une loi au niveau de la carte pour récupérer directement les fonds. Je voudrais avoir des nouvelles sur ce dispositif. Est-ce qu'on pourra directement récupérer la pension alimentaire directement chez les ex-concubins, et si on a vraiment des résultats par rapport à ça. Et la dernière fois, il y a une dame aussi, je voulais la rappeler, elle s'est plainte lors d'un atelier au sujet des concubins qui étaient très violents. Et une Nantérienne qui vivait à proximité de son ex-concubin qui était très violent et qui l'a battu encore. Je voudrais savoir ce qu'on faisait pour les éloignements. Voilà. Bonne soirée à vous. D'autres questions, d'autres interventions, propositions? Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde.
Mohamed de République, quartier République, nouveau arrivant sur Nanterre, ça fait 1 an et demi à peu près. Je voulais intervenir par rapport à 3 axes en fait, de réflexion. Et notamment, je voulais rendre hommage en fait, aux familles monoparentales qui sont souvent composées de femmes vivant avec des enfants ou à mettre entre parenthèses leur carrière, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, et souvent prennent des emplois, disons, très précaires, notamment la plupart c'est des femmes de ménage qui commencent très tôt le matin et travaillent tard le soir. Donc concilier la vie privée et la vie professionnelle, c'est très dur pour elles. Donc je voulais savoir, au niveau de la commune, s'il y avait, effectivement, il y a une proposition en fait, de garde d'enfants, si les crèches ou les haltes de garderie avaient des plages qui soient en fait, qu'on puisse proposer plus large, effectivement, pour ces femmes-là. Et si ce n'est pas le cas, d'y penser pour les mois futurs. Ensuite, deuxième axe de réflexion, c'est que c'est madame qui a fait référence sur l'entrepreneuriat, notamment des femmes. Et il y a beaucoup de femmes ici à Nanterre qui ont créé leur activité, soit dans tout ce qui est entreprise, les ESS, pour ceux qui connaissent, ou du commerce, etc. S'il y avait un fonds spécifique pour ces femmes-là, ça peut être une réflexion à mener. Et enfin, je voulais intervenir justement sur tout ce qui est la politique de la ville, et notamment l'engagement politique des femmes. Je sais que parmi vous, il y a des femmes qui sont engagées, heureusement, hein, et pourquoi pas dans l'avenir, qu'elles propulsent, qu'elles soient locomotives en tout cas, pour les femmes qui souhaitent entrer dans la politique ou dans les associations et autres. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Coralie, je suis venue avec ma camarade Tiffaine. On est toutes les deux étudiantes à l'Université de Paris-Nanterre, qui est aussi une place d'émancipation pour les femmes. On est 2 étudiantes engagées contre toutes les discriminations et les oppressions. Et on assiste aujourd'hui à un climat de tension, de montée de la tension, d'une parole qui se débride de plus en plus vers des discours un peu, même complètement réactionnaires, discriminants, d'autant plus pour toutes les femmes qui sont à l'intersection de ces oppressions. Donc je pense en particulier aux femmes voilées. Et nous, on a un climat particulier à l'Université de Paris-Nanterre. C'est une présence, l'implantation claire des mouvements d'extrême droite et la diffusion de toutes les idées réactionnaires et discriminantes qu'elles induisent, notamment, et ça devient grave parce que ça met en danger beaucoup d'étudiants et d'étudiantes au cœur de l'université, avec des étudiants qui ont été agressés physiquement, donc ça va jusqu'à mettre en péril l'intégrité physique de tous nos camarades. Et on est inquiète, nous, pour tous nos camarades. On se demande comment réagir face à la présence de groupuscules néofascistes et cette parole qui devient de plus en plus décomplexée. Donc on se demande s'il y avait une prise de position. Enfin, on vous invite à prendre position face à ça, parce qu'il faut faire barrage en fait contre des pensées réactionnaires qui s'accroissent et je pense qui nous mettent toutes en danger en particulier. Merci. Du coup, bonsoir. Moi aussi, je suis étudiante à l'Université Paris-Nanterre et je rejoins totalement le discours,
la prise de parole et l'intervention de notre camarade qui alerte sur la montée des idées d'extrême droite et fascistes sur l'université. Ça fait un certain moment qu'on assiste à une libération de la parole des femmes dans la société, mais aussi au sein des universités. Et on voit qu'on manque de débouchés politiques crédibles sur la question, et les aspirations, elles existent aujourd'hui, et il est nécessaire de les transformer en victoires, et en victoires concrètes pour l'émancipation de l'humanité tout entière. Et dans ce contexte-là, l'année dernière, j'ai oublié de le dire, mais je suis militante à l'UEC, et on a créé un collectif féministe sur l'université de Nanterre suite à un référendum dans lequel les étudiantes ont mis en avant 5 grandes propositions et qui rejoignent un peu les propositions qui aujourd'hui émergent dans cette discussion. D'une part, la création d'une cellule d'écoute pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles avec un accompagnement juridique, psychologique et aussi matériel. D'autre part, la création, la formation de l'ensemble du personnel et des responsables associatifs sur les questions des violences sexuelles qui sont énormément présentes dans les universités. Ensuite, la création de crèches sur les universités. Aujourd'hui, on a 5% d'étudiantes et d'étudiants qui ont des enfants, et on prend très peu en compte la question de la parentalité étudiante, et la question des crèches est une question centrale pour l'émancipation des étudiants, puisque avoir un enfant aujourd'hui empêche la continuité dans la formation et de pouvoir continuer à aller à l'université. Donc on a une immense partie des étudiants qui ont des enfants qui arrêtent leurs études parce que c'est encore aujourd'hui aux femmes de s'occuper des enfants. Ensuite, une autre revendication qui a été mise en avant, c'est la lutte contre la précarité menstruelle. Et donc, il y a eu une distribution de périodiques à l'université gratuite pour les étudiantes qui a énormément marché. Donc, il y a eu des centaines et des centaines d'étudiantes qui ont pu bénéficier de ça. Et enfin, la création d'un espace féministe sur la fac. Donc, ça rejoint un peu la revendication d'une maison des femmes dans laquelle les femmes puissent se sentir en sécurité. Et donc on voit très bien que sur l'université de Nanterre, on a pu avoir des victoires concrètes avec des revendications claires et qui ont pu permettre à des centaines de femmes de bénéficier de cette mobilisation et de ces victoires. Enfin, j'aimerais juste parler de la cité universitaire qui est assez excentrée sur la fac de Nanterre et dans lequel on a très peu de liens avec le reste de la ville. Je sais qu'il y a un quartier qui est en rénovation à côté, donc on aimerait que la question de la lumière soit mise à l'ordre du jour pour que les femmes puissent se sentir en sécurité quand elles marchent la nuit, etc. Mais aussi qu'il y ait du commerce de proximité, puisqu'il y a très peu de commerce à côté de la fac et encore plus à côté de la cité universitaire. Et donc, ce qui permettrait aux femmes de se sentir en sécurité et de ne pas avoir à traverser tout le campus, toute la ville pour faire leur course la nuit, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble de propositions que je suis d'accord. Bonsoir. Alors moi je voulais intervenir par rapport je m'appelle Anna, excusez-moi, par rapport à la piste de réflexion sur la création d'une maison des femmes. Donc je suis ravie de lire ça en tout cas noir sur blanc et j'espère que ça ne va pas rester que sur le papier. Donc j'interviens en tant que travailleur social, pas en tant qu'habitante, hein, mais aussi ça pourrait. Donc j'ai été confrontée il y a plus d'une dizaine d'années à des situations, en tout cas de femmes qui avaient besoin de soutien, d'accompagnement, etc. Et souvent, les associations que vous avez citées précédemment, comme le CITFF, donc souvent, c'est des associations qui tenaient des permanentes dans les structures type centres sociaux. Et donc, souvent, quand on proposait ce type de permanence aux personnes qui en avaient besoin, donc au public féminin,
la réaction c'était bon, c'est mon quartier, j'ai pas spécialement envie de venir fréquenter la permanence parce qu'il y a toujours le regard du voisin ou de la voisine, etc. Donc moi je suis ravie de voir ça aujourd'hui. Maintenant, en tant que travailleur social, en dehors de Nanterre, j'ai pu collaborer avec la Maison des Femmes à Saint-Denis. Donc moi, ça a été une réponse à des situations de fragilité au niveau du public féminin. Et donc, c'est bien que ce projet puisse voir le jour à Nanterre, mais pas essentiellement sur les questions de violence, des femmes victimes de violence. Mais étant donné que Nanterre, c'est une ville qui a porté des projets qui ont été précurseurs au niveau de la région Île-de-France, pourquoi pas être dans la transversalité, travailler sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi un fonds d'initiative pour les femmes, pour porter des projets, etc. Donc, allons-y, faisons en sorte que ça se fasse et que ça ne reste pas sur du papier. Merci. Bonsoir, Catherine Dumont-Valérien. Alors moi je vais rebondir sur les problèmes de garderie. Par exemple, pour permettre aux femmes de venir ce soir à l'Assemblée citoyenne à 19h30 ou au conseil de quartier ou au conseil d'école. Et là, mettre une garderie à cette heure-là, pour moi, j'espère que les enfants, là, ils sont propres, douchés et qu'ils vont au dodo pour aller à l'école le lendemain. Donc, je proposerais qu'il y ait une grande campagne d'organiser pour prendre conscience aux pères de prendre en charge cette partie des tâches domestiques pour que les femmes puissent se libérer une fois de temps en temps. Il y a un autre problème sur les tâches domestiques, c'est si les femmes ont moins de tâches domestiques, c'est parce qu'il y a plus d'appareils ménagers. C'est pas vraiment parce que les hommes ont pris plus leur part. Ça, c'est un petit peu reconnu dans les statistiques. Je rebondis également sur la proposition d'une élue pour les droits des femmes. Alors pour moi, ça va sans dire, si ça se fait, c'est avec un vrai budget et des vrais pouvoirs pour pouvoir intervenir. Et en même temps, puisqu'on parle des élus, on pourrait aussi mettre en place une charte contre le sexisme signée par tous les élus de la majorité municipale. Je ne pense pas qu'ils soient contre, mais qu'il y ait une prise de conscience, réfléchir en signant un papier, ça peut être intéressant aussi. Alors on est également suivi sur Facebook, il y a plusieurs personnes qui regardent le débat sur Facebook et il y a des réactions. Il y a Leïla sur Facebook qui demande au maire s'il est possible de mettre en place un bus qui s'arrêterait à la demande des usagers après 22 heures. Je veux bien rajouter un petit mot là-dessus parce que c'est un dispositif qui s'appelle Arrêt à la demande et donc c'est en lien avec la RATP, une convention avec la RATP qui permet en fait aux femmes le soir à partir de 22h comme tu l'as dit, de pouvoir s'arrêter entre deux arrêts pour que ça les rapproche de leur lieu de domicile ou du lieu où elles doivent se rendre. Ça existe sur le 93 et 77, il y a 11 lignes qui le pratiquent et ça marche très bien, les femmes se sentent plus en sécurité grâce à ce dispositif. Donc, bonsoir. Anne-Charlotte Gelti, je suis... Bonsoir, Anne-Charlotte Gelti, je suis directrice du CIDFF, qui a donc son siège à Nanterre et qui intervient plus largement dans tout le nord du 92 sur les questions de promotion d'égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes. Je rejoins une partie des interventions qui ont été dites. Je suis ravie de voir qu'il y a un projet de maison des femmes qui potentiellement va voir le jour à Nanterre, parce que c'est une question qu'on porte depuis 2017 au CIDFF, l'idée d'avoir un lieu unique, mutualisé, avec un certain nombre de services complémentaires qui permettraient, sur un même lieu, de pouvoir justement travailler la question de, pourquoi pas, des consultations psychologiques pour les victimes ou pour les femmes monoparentales, parce qu'il n'y a pas que des femmes victimes de violences. Les femmes, elles peuvent aussi avoir d'autres difficultés avec des besoins d'accompagnement dans la parentalité, par exemple, avec des consultations juridiques, mais aussi des ateliers CV pour travailler la question de l'emploi,
travailler avec la mission locale, avec l'Espace Santé Jeunes, avec l'ensemble des partenaires et institutionnels et associatifs sur ces questions-là. Ça nécessite effectivement une volonté politique, ça nécessite des budgets. Donc une élue à ces questions-là, effectivement, ça me paraît fondamental. À Gennevilliers, pour exemple, ils ont une élue qui est en charge des questions féministes. Donc ça en dit long sur le portage politique de ces questions-là. Elle n'est pas élue, vraiment. Ah bah si. C'est-à-dire, mais il faut, comme Catherine le disait, il faut un budget, D'accord. D'accord. Mais il faut aussi une administration. C'est-à-dire qu'il y avait un poste de chargé de mission égalité femmes-hommes il y a plusieurs années à Nanterre qui a disparu pour aussi mener à bien ces projets, pour coordonner l'action sur le territoire. On a besoin aussi d'un poste dédié. Voilà, après sur les initiatives portées par la ville, des propositions, moi j'en ai 10 000, je ne sais pas combien de temps j'ai. Peut-être répondre à la question de monsieur sur la CAF, sur les pensions alimentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années. Donc Marlène Schiappa nous fait des annonces, mais sur des choses qui existent déjà. En revanche, il y a des critères, il faut avoir engagé des démarches auprès du juge aux affaires familiales, donc ça ne concerne pas toutes les femmes, mais c'est déjà possible. La CAF travaille à se subroger aux pères qui ne payent pas la pension alimentaire. Bonjour à tous, donc, je suis une nouvelle habitante de Nanterre, je suis aussi professeure d'histoire-géographie. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé du fait que les élèves sont confrontés à des inégalités aussi. Il y a des stéréotypes de genre qui commencent très tôt, des orientations qui sont genrées. Et ma question est dans quelle mesure la mairie, malgré ses prérogatives limitées sur les questions de l'école, notamment dans les collèges, dans les lycées, dans quelle mesure la mairie pourrait contribuer à lutter contre ces inégalités, contre ces stéréotypes. Et pour commencer à y répondre, une proposition, la mairie pourrait peut-être organiser un forum qui pourrait réunir les scolaires de Nanterre avec des associations qui s'occuperaient de ces questions pour sensibiliser à une plus grande échelle les élèves sur ces questions de stéréotypes de genre, d'orientation, leur montrer d'autres modèles pour se construire avec la mairie. Merci. Je m'appelle Anaïs, je suis aussi étudiante à Nanterre, du coup je rejoins les deux précédentes interventions de mes camarades de fac. Je rejoins notamment ce que disait Manel sur la question sur la création d'une cellule de veille d'écoute et le fait qu'aujourd'hui à la fac de Nanterre il y ait une responsable aux questions d'égalité femmes-hommes. Et du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant, dans le cadre de la création de la Maison des Femmes, peut-être de réfléchir à ce qu'il y a un travail en lien entre la Maison des Femmes et la responsable égalité femmes-hommes de la fac, pour justement, vu que l'université fonctionne quand même de manière... c'est pas la même chose que la ville de Nanterre, mais il peut y avoir un travail qui se fait en commun et je pense que ça peut être intéressant. Sinon, je sais qu'il y a des... Enfin, on avait déjà parlé à un précédent atelier, mais je pense que ça rentre dans le cadre du débat aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a une ou plusieurs marches exploratoires qui ont déjà eu lieu à Nanterre. Donc du coup, il y a des élus et des femmes qui arpentent les rues de la ville pour voir comment on pourrait améliorer l'espace public et le rendre plus accueillant pour les femmes. Mais ce serait intéressant de faire ça plus régulièrement et même potentiellement que ce soit quelque chose qui se fasse tous les mois, ou enfin je sais pas, mais jusqu'à ce qu'on ait des pistes de réflexion plus importantes pour faire progresser l'espace public. Également, du coup en réfléchissant à ça, de voir peut-être comment tous les travaux engagés sur l'espace public dans la ville de Nanterre, grâce à une formation de tous les personnels des services publics de la ville, puissent être réfléchis et pensés pour que ces travaux permettent à ce que la ville, dans ces zones, petit à petit, de plus en plus, soit de plus en plus accueillante pour toutes et tous, et permettent de se sentir en sécurité. J'avais aussi une autre idée, désolée, j'ai pris plein de notes. La création de la cellule de veille d'écoute, on en a déjà parlé. J'avais aussi une idée, en fait, je passe tous les soirs devant pour rentrer de la gare. Et en fait, il y a le cinéma des Lumières
Et ce serait vachement chouette d'organiser tous les mois un ciné-débat autour d'un film féministe, puisque c'est un ciné municipal. Voilà. Et donc du coup, on pourrait organiser ce genre de choses et ça pourrait être très intéressant et ça pourrait faire participer la culture au combat pour l'égalité femmes dans la ville. Et enfin, sur la question de la représentation des femmes dans la ville, il y a plusieurs choses auxquelles j'ai pensé. Premièrement, potentiellement faire une rue, les magazines municipaux, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'était oui, non, mais je sais pas si ça s'appelle magazine ou journal, enfin bref, le terme, quoi. Bref, dans ce magazine, qui est en fait à chaque fois une rubrique, une page où la parole est ouverte sur plein d'enjeux féministes, de donner la parole à des femmes de la ville associative, etc., mais qui est une page où la parole soit donnée sur les enjeux féministes dans chaque numéro, aussi potentiellement sur le site de la ville. Et je pensais à la question du travail domestique. C'est un enjeu sur lequel on a beaucoup de mal à travailler parce que une municipalité elle n'a pas forcément beaucoup de pouvoir sur ce qui se passe dans la maison des gens en fait, puisque c'est un espace qui est privé. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire. C'est de lancer une grande campagne d'affichage dans la ville. Parce qu'en fait, souvent, c'est très compliqué en fait, quand on est une femme et qu'on est dans une relation pas forcément très saine. Il peut y avoir ou même dans une relation ou d'amour, où ça se passe très bien, mais il y a quand même une répartition du travail qui est inégale. C'est souvent difficile d'en parler parce qu'on va se sentir coupable de ne pas suffisamment être conciliante, etc. Et de se sentir coupable de ne pas être d'accord en fait, de travailler au service de son conjoint. Mais du coup, ce que je me dis, c'est qu'une campagne d'affichage dans les rues de la ville, en fait, avec des images, des slogans qui mettent en avant le fait que c'est pas normal, en fait, qu'il y ait un travail domestique qui soit inégalement réparti entre les femmes et les hommes, ça pourrait permettre d'engager des discussions dans les couples et de briser un peu une barrière qui empêche ce sujet d'être traité, puisque du coup, ça renverserait un peu le truc. Dire non seulement, moi je pense ça depuis plusieurs mois, mais je n'ose pas trop le dire à mon mec, mais par contre, la ville elle est d'accord avec moi. Et en fait, autour de moi, voilà, je ne suis pas toute seule et je peux en parler et je ne me sens pas isolée. Et voilà, donc c'était ma dernière idée. Bonsoir. Au développement économique, commerce, emploi et l'artisanat et l'économie sociale et solidaire dont elle a parlé. En fait, la ville de Nanterre, peut-être certainement on peut toujours faire mieux, mais avant de commencer mon propos, s'il y a un trombinoscope du personnel de la mairie, vous allez voir, les directeurs sont rares, plutôt les directrices, quoi. Donc voilà, des postes à responsabilité à la mairie, même si je ne dis pas que tout est réglé, il y a du travail. Sinon, pour l'emploi, il y avait un club des femmes créatrices d'entreprises, à un moment sous la CNV, la communauté d'agglomération du Mont Valérien. On est arrivé à 350 femmes qui ont fait des projets, que vous pouvez voir pour certains, y compris dans la ville, entre Rueil, Suresnes et Nanterre, et on aide beaucoup. Et vous regardez par exemple dans les commerces de Nanterre, quand vous regardez dans les boutiques, vous voyez de plus en plus de femmes. Et la dernière en date qu'on a fait, c'est pas plus loin que le lundi, on a fait une note sur l'insertion. On fait beaucoup d'heures d'insertion parce que Nanterre, c'est une ville qui se développe. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez, les femmes ne bénéficient pas suffisamment de ces heures d'insertion, bien qu'il y ait des volumétries importantes. On avait décidé lundi au bureau municipal de dire aux constructeurs, surtout à Vinci, à Bouygues, à Eiffage, si vous ne trouvez pas de femmes, on ne trouve pas de femmes qui sont en vie ou capables de prendre des postes sur des chantiers. Tant ce n'est pas un métier réservé aux hommes, mais si on n'en trouve pas, on va leur demander de travailler sur des activités
de sièges, tout ce qui est communication, RH, accueil, comptabilité, parce qu'ils ont des grands sièges. On va leur dire, on a fait passer ça le lundi pour les inciter parce qu'on est passé de 0. Aujourd'hui, on est à peu près à 20%, mais il reste encore au moins 30 à rattraper. Une dernière chose, je prends mes collègues de cours, on essaie à force de discuter avec des associations et regarder surtout tout ce qui est insertion. On a remarqué qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas, des femmes qui sortent par exemple d'une violence conjugale ou même d'une maladie, d'un cancer pour reprendre et tout, etc. C'est pas évident. Il y a aujourd'hui des salons de soins et qui peuvent s'intégrer dans la loi territoire santé de 2005 par exemple, qui aide beaucoup parce qu'une femme qui a vécu ça, ils vont pas dans les salons de coiffure, esthétique, tout ça, etc., de commerce normal. Et on leur dit par ailleurs, ceux qui accompagnent à l'emploi, on leur dit il faut bien se présenter, etc. Donc on va voir aussi avec l'idée de la maison des femmes, à regarder comment on peut soutenir, surtout dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, ce genre de projet. Voilà, je ne vais pas m'étaler en longueur, je pense assez dit, sinon moi j'ai fait tout ce que vous avez dit, les filles, avant de venir ici pour les enfants. Sinon il y a une autre solution très simple. Faites des tests aux mecs avant de tomber amoureuse. Avant de tomber amoureuse, regardez s'il sait cuisiner, s'il sait faire le ménage, tout ça, ça ira très vite. Je vais prendre la parole Pour clôturer. Alors bonsoir, je suis Sophie Abdouli. Bon, je pense que vous me connaissez, hein. Tout le monde me connaît. Donc là, monsieur le maire, je vais parler du logement, parce que c'est ma spécialité, hein. Voilà, donc pour les femmes battues, j'aimerais que vous puissiez faire, monsieur le maire, des logements. Des logements pour ces femmes avec enfants qui, généralement, reviennent dans leur logement avec leur bourreau. Pourquoi? Parce que ces femmes, maintenant, il n'y a plus d'hommes maintenant. Les hommes préfèrent rester dans le logement, en fait. Ils ne veulent plus partir. Et oui. Et ces femmes-là, lorsqu'elles sortent et qu'elles vont au commissariat et se font fouiller par un homme à l'extérieur du commissariat, avant de rentrer dans le commissariat, elles vont au commissariat, elles sont déjà traumatisées. Elles se font vraiment, mais des fois je vois des femmes, c'est catastrophique. Elles vont au commissariat, elles se font humilier par les agents de police. Ensuite, elles repartent et puis elles réfléchissent. Et elles se disent, mais comment je vais faire? Je vais attendre combien de temps pour être logée? J'ai 4 gamins à côté de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller où? Je vais aller chez ma maman pour me faire encore humilier? Je vais aller chez ma sœur, chez mon frère, chez mes cousins, chez des amis, 15 jours, 1 mois et après. La municipalité n'entend pas ces femmes-là, monsieur le maire. Et moi, je suis attristée parce que j'en connais beaucoup, et vraiment beaucoup. J'habite au Parc Sud, je précise, et je connais beaucoup de femmes qui se font battre, mais elles se taisent. Et vraiment, moi, ça me fait mal au cœur pour elles. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elles reviennent dans leur logement, parce que le bail est signé par monsieur et par madame, et parce que les bailleurs ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont là à dire oui, mais il faut aller faire un dossier d'allo. D'accord, mais pendant 6 mois, la dame, elle va faire quoi? Elle va aller où? Dans une structure? Elle va être stigmatisée encore une fois? Non, non, non. Moi, je veux que vous proposiez des logements, même si je sais qu'il y a 6000 demandes de logements à Nanterre, même si je sais que vous êtes le numéro 1 avec la ville de Gennevilliers pour les constructions de logements sociaux. Je sais très bien que vous faites votre possible, monsieur le maire, pour que les gens puissent se loger, mais faites quelque chose pour les femmes battues. C'est important. Vous ne vous rendez même pas compte. Il y a des enfants en bas âge. Il y a des enfants, et je ne peux même pas vous dire que c'est vraiment malheureux, monsieur le maire, parce que ces femmes-là reviennent dans leur logement, et puis après, elles se font encore rebattre, et puis les enfants, ils sont là, ils regardent, et voilà. Et ils sont victimes de tout ça. Et ça, vous ne le savez même pas parce que les enfants ne parlent pas. Ils disent rien, et la femme ne parle pas. Elle dit rien, et elle se tait. Parce qu'à la municipalité de Nanterre, il n'y a pas de service pour ça. Je le dis, je le redis, pourtant, monsieur le maire, je vous aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la municipalité, vous êtes des gens bien, mais sur ça, il y a un défaut et il faut le régler. Voilà.
Bonsoir. Écoutez, j'ai entendu tellement de choses, tellement de solutions pour les femmes. Mais moi, je vois dans la salle, il y a des femmes. Je vais vous dire que j'ai passé des moments difficiles aussi dans ma vie. Ma mère, elle m'a éduquée. C'était, bon, tu fais ça, le papa... Bon, maintenant, je vais dire quelque chose. Oui, il y a des femmes battues. Il y a beaucoup de difficultés. Mais nous, les femmes, si nous ne nous prenons pas en main, c'est pas le maire, c'est pas la police, c'est pas les autres qui vont nous prendre en main. Déjà, il faut se prendre en main. Quand on se prend en main, on arrive à avoir des solutions. Parce qu'il y a un moment donné, moi j'habite une cité qui est très difficile. J'ai aidé des femmes. J'ai aidé une femme qui est venue du Maroc, qui s'est installée dans ma cité. Elle était battue, je ne le savais pas. Je prenais l'apéro avec son mari. Je les prenais vraiment parce que devant moi, c'était vraiment un coup formidable. Jusqu'au jour où elle a sonné chez moi, elle est montée, elle est tombée par terre chez moi. D'accord? Elle est tombée, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle m'a montré son dos lacéré et tout, je ne suis pas Superman, je ne suis pas... voilà quoi. J'ai dit, bon, c'est comme ça, je l'ai emmené au commissariat, on a fait le nécessaire, j'ai pris ma voiture, je l'ai amenée à gare, je ne vais pas attendre un taxi parce qu'elle est dans la merde, il faut que je la sorte dans la merde. Je ne vais pas appeler le maire, la police, c'est moi qui est là aujourd'hui avec cette femme qui n'a pas de famille en France et qu'il faut aider. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je l'ai amenée à une assistance sociale, on m'a dit, vous pouvez le prendre chez vous, mais ça c'est le piège à con. Vous le prenez chez vous, je pense, on s'en occupe pas du tout. Je l'ai assistée, elle a été dans des centres et tout. Mais le pire dans tout ça, quand on a été au commissariat, on a déposé une plainte. Ok, la plainte a été acquise. Ce monsieur est reparti au Maroc et a ramené encore une femme. Parce qu'il sait très bien, 5 ans, le dossier est classé. 5 ans, tous les 5 ans, je peux recommencer. D'accord. Eh bien, on a fait le nécessaire pour qu'il ne puisse plus aller à l'ambassade chercher des femmes au Maroc pour être battues. Après, vous avez le souci, vous avez entendu votre voisine qui hurle, vous allez toquer, vous appelez la police, on vous demande tout votre pédigré, vous avez peur. Vous dites, est-ce que le voisin... Mais moi, j'avais pas peur. Elle a séjourné chez moi 15 jours, moi je suis au 190, son mari au 190 bis. Si je ne l'avais pas sortie là, elle serait morte. J'aurais sonné chez le maire aurait dit, écoutez, il y a des structures spéciales pour ça. D'accord. J'aurais emmené à la police, on m'aurait dit, oui, on ne peut pas la mettre en garde à vue, elle n'a pas volé, elle n'a pas tué personne. Il y a un moment donné, il faut que nous les femmes, on se prend en main aussi. Il y a une chaîne qui se fait. Avant, c'est comme ça que ça se passe avec nos parents. Maintenant, c'est chacun pour soi. Je suis chez moi, j'entends ma voisine qui gueule, c'est pas mon problème. Si je vais, ces enfants vont toucher à ma voiture. Il y a un moment donné, il faut que nous prenions en main. Je ne dis pas qu'on est la loi, mais une personne en détresse, des moments, quand elle entend parler, qu'elle entend écouter, les institutions sont débordées. Moi, je sais de quoi je parle parce que j'en vois tout le temps. Mais le souci, aujourd'hui, il faut que nous, les femmes, nous nous prenions en main. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Je rentre dans un café, il y a 50 mecs, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je prends mon café, les mecs, bon, ils ne vont pas me violer, je ne vais pas avoir peur. C'est à nous aussi de nous imposer. Si on ne s'impose pas, eh bien voilà. Ce soir, je vois qu'il y a un tas de monsieur dans la salle, je suis super content. J'espère que quand vous allez rentrer chez vous ce soir, parce qu'il y en a aussi, je ne sais pas, vous allez prendre en main aussi votre destin, passer l'aspirateur. Ce soir, j'ai été à La Réunion, la semaine prochaine, j'envoie ma femme, je reste garder les enfants. Ça aussi, ça peut se faire. C'est nous qui allons changer cette société. C'est ni quand on va donner des millions d'euros, ni on va appeler la police, ni on va... Oui, ça, c'est des institutions. Mais ce soir, la prochaine réunion, tous les mecs, je vais voir si votre femme sera présente. Il faut aussi jouer le jeu. Il ne s'agit pas de donner des conseils, mais il faut jouer le jeu. En tout cas, moi, je vous dis, nous les femmes, on se prend en main. Voilà, parce que moi, j'ai pas beaucoup de problèmes. Hein. Et pourtant, on est en majorité, vous êtes en minorité, vous les hommes sur Terre. Ah, alors, il y a un moment donné, il faut qu'on se prenne en main, et il faut qu'on s'en occupe de nous, il faut qu'on soit solidaire avec sa voisine. C'est dans ce sens-là que j'ai su qu'elle souffrait, parce qu'elle était dans mon association. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Je passe la parole maintenant ici. Bonjour à tous, je m'appelle Nabila et en tant que femme victime de violences conjugales, je souhaite suggérer à toutes les femmes de se diriger vers la FED et CDFS parce qu'en fait j'ai été aidée et beaucoup soutenue par ces associations.
Donc, et en plus, une deuxième fois, harcelée sexuellement par mon employeur, plutôt par mon responsable à mon lieu de travail. Et heureusement, après en avoir parlé à mon employeur, donc le problème a été résolu. Et donc, c'est pour cela, je pense qu'il est important que toutes les femmes puissent trouver un endroit pour en parler et être écoutées. Et je trouve aussi que la mairie de Nanterre pourrait mettre en place une cellule d'écoute pour toutes les femmes. Voilà. Merci. Je reprends la parole. Donc, puisqu'on est dans les pistes de réflexion, je voulais vous faire part aussi d'un projet que j'ai suivi, enfin les balbutiements d'un projet que j'ai suivi en Seine-Saint-Denis, précisément à l'Ix-Saint-Denis. C'est voir en tout cas avec le patrimoine de la ville, voir s'il est possible, en complémentarité de la création de la Maison des femmes, de mettre à disposition des femmes qui sont dans une extrême urgence où on doit les exfiltrer entre guillemets de leur domicile, un lieu d'hébergement pour pouvoir au moins avoir 48 heures, 72 heures pour pouvoir prendre du recul et aller chercher des pistes concrètes à moyen et à long terme. Voilà. Excusez-moi, je me permets de rebondir sur l'accompagnement des femmes victimes de violences. Il y a quand même un certain nombre de choses qui existent. Alors madame, j'ai entendu votre cri du cœur, vous avez raison, la solidarité c'est fondamental, mais quand même la protection des femmes victimes de violences c'est aussi un des devoirs de l'État et des services publics, et on ne peut pas faire sans la justice. C'est un vrai problème, l'accueil des femmes victimes dans les commissariats. Il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de formation, on a un problème de services publics, il n'y a pas assez de travailleurs sociaux, il n'y a pas assez de policiers dans les commissariats, il n'y a pas assez de services publics en général, il n'y a pas assez de personnel à l'ASE par exemple pour la protection des enfants qui sont victimes directement des violences et qui sont exposés, qui grandissent dans des foyers dans lesquels il y a de la violence. Il n'y a pas assez de place dans les CMP, il n'y a pas assez de place dans le CMPP. Bref, je ne vais pas faire la liste, elle est longue. Il n'y a pas assez de place d'hébergement d'urgence, mais il y a un système qui s'appelle le SIAO qui existe et qui marche quand même dans le 92, qui a un centre d'appel, un numéro unique avec une plateforme unique et qui repère l'ensemble des places disponibles pour les femmes victimes de violences. Il y a une association qui s'appelle l'Escale qui gère ça pour le nord du 92 et qui peut, s'il y a besoin d'héberger en urgence, payer des nuitées d'hôtel. Il y a des villes qui, en plus des bons taxis, ont mis aussi ça en place pour les femmes qui arrivent la nuit au commissariat et qui n'ont pas de solution, et où soit la ville, soit le conseil départemental peut aussi payer des nuitées d'hôtel en urgence pour juste une nuit ou deux, le temps que la structure, c'est pour une nuit, le temps que l'Escale réouvre le lendemain et qu'on puisse trouver une solution plus pérenne. Le problème qu'on a, c'est le 115, effectivement, il n'y a plus de place, c'est saturé, donc c'est saturé pour tout le monde, c'est saturé pour les femmes victimes de violences aussi, mais il faut continuer à revendiquer des moyens de l'État, du département, qui est un département assez riche et qui devrait financer ce genre de choses. On devrait continuer à travailler, je suis d'accord sur la question du logement avec les bailleurs. Il y a des dispositifs qui existent aussi de relogement des femmes victimes de violences. Elles sont prioritaires. Normalement, elles ne doivent pas passer par le DALO. C'est une erreur. Les femmes victimes de violences, elles ont un dispositif spécifique qui s'appelle le PDLPA, ou je sais plus, PDLPD, merci. La FED, elles font ça. Il y a des assistantes sociales qui travaillent à accompagner les femmes victimes de violences. Donc il y a des associations spécialisées qui existent. Alors c'est sûr qu'on est surchargé, c'est sûr qu'on est en sous-effectif, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. En revanche, on peut se battre pour qu'il y ait plus de moyens, pour qu'on puisse travailler en meilleure coordination avec plus d'efficacité pour ces femmes victimes de violences, parce qu'effectivement c'est une priorité. Aujourd'hui, on en est à 129 féminicides, il me semble. J'ai pas regardé ce matin, mais voilà, donc c'est plus que l'année dernière. Et l'année, elle n'est pas finie. Donc oui, il y a une urgence à protéger les femmes, mais ça passe aussi par la justice. Ça passe par des moyens mis pour la prise en charge des auteurs de violences conjugales.
Ça passe par la formation des professionnels, ça passe par des campagnes de communication, ça passe par des actions de sensibilisation. L'idée du ciné-débat mensuel, c'est une super bonne idée, et ça passe par la solidarité, mais ça passe aussi par un accompagnement fait par des professionnels. Ici. Oui, bonjour. Moi, je voudrais voulu parler de la personne âgée, femme. C'est peut-être un grand problème, effectivement. Elles sont de plus en plus nombreuses, c'est pas un supplémentaire. L'âge, c'est quoi? C'est aussi l'isolement, c'est aussi la précarité. Donc la personne âgée femme, quelque part, il faut s'en intéresser et réfléchir sur ce qui est possible de faire, effectivement, aller vers elle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voudrais revenir sur le problème des violences aux femmes et puis à la charge qu'elles ont à partir du moment où elles sont sorties de chez elles et de rentrer dans tous les problèmes de gestion des enfants, des problèmes de soins, etc., etc. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'une fois qu'elles sont dehors et chassées de leur logement, elles jettent tout problème et dans des grandes difficultés. Est-ce qu'on ne peut pas demander aux élus de réfléchir à une solution qui est peut-être un peu simple? C'est pas la femme de partir, c'est à l'homme de partir. C'est-à-dire un homme violent, c'est à lui de sortir. D'abord, c'est plus pratique, il est tout seul, il a la santé, puisqu'il bat sa femme, donc il est solide. Et en plus, c'est à lui de partir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire, on va au commissariat, on porte plainte, à partir du moment où il y a un jugement, une appréciation sur la situation corporelle de la femme, ou des soins qu'il faut apporter, on la remet chez elle et on sort l'homme. Parce qu'il n'a plus rien à faire dans la maison. Alors vous me dites qu'il y a un bail qui est signé par monsieur et madame. Eh bien, faisons une loi, demandons à nos députés, à nos élus, d'y réfléchir. Alors il faut donc appliquer. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est impossible? C'est le tribunal qui tranche, c'est le juge qui tranche. C'est le juge qui non, mais on ne peut pas attendre un soir où vous êtes viré. Il y a des mesures de protection, par exemple l'ordonnance de protection, qui permet pendant 6 mois d'avoir tout de suite en urgence l'éloignement du conjoint violent. Dans le 92, pour obtenir une ordonnance de protection, le délai moyen, il est de plus d'1 mois et demi. Donc ça veut dire qu'on attend un mois. C'est une mesure d'urgence. Mais à quel... Vous vous rendez compte? Mesure d'urgence, 1 mois. Oui, je m'en rends compte tous les jours, monsieur. Oui, je me doute. Mais le soir même où elle est chassée chez elle, qu'est-ce qui se passe? Le soir alors, même où elle va porter plainte, oui. Juridiquement, si elle est mariée ou si les deux sont sur le bail, les deux ont les mêmes droits. Personne ne peut définir qui doit quitter le logement. Si monsieur ne veut pas partir, on ne peut pas le forcer juridiquement à partir. On peut le forcer dans le cadre de l'ordonnance de protection et on peut le forcer une fois que l'enquête de police a abouti parce qu'il y a un contrôle judiciaire. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, je vous dis ce que dit le droit. Non, mais c'est du droit aujourd'hui, mais il faut peut-être le faire évoluer. Mais c'est surtout qu'il est rarement appliqué. Ne serait-ce que ces mesures-là sont rarement appliquées. Oui, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'est jamais appliqué, etc. Mais ça devient grave. On a des augmentations sur les violences. Enfin, il faut décourager. Il faut casser le système. Si l'homme est obligé de sortir, je peux vous garantir qu'il va faire attention à votre affaire. Alors, pas forcément. Ceux qui sont mis à la rue peuvent revenir avec un désir de vengeance et c'est là où on a des violences les plus graves. Ça peut arriver à ce moment-là. Certaines femmes ont besoin, certaines situations, pas toutes, sont en extrême danger, ont besoin d'une protection, d'une mise à l'abri, où monsieur n'a pas connaissance de l'adresse de madame. Il y a des situations où les associations qui font de l'hébergement, comme l'ESCAL, c'est pas le cas aussi de l'EFF, elles travaillent sur un réseau national. Il y a des femmes qui sont envoyées à Marseille, en urgence, pour que monsieur ne la croise jamais dans le 92. Donc ça dépend, en fait, ce qui est extrêmement compliqué avec la thématique des violences conjugales, c'est que chaque situation est unique. Il y a des femmes qui ont des ressources, il y a des femmes qui maîtrisent le français, il y a des femmes qui sont en situation régulière, d'autres pas. Et on va apporter une réponse spécifique en fonction de la situation particulière de madame. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure, il faut des associations spécialisées. C'est un métier. Donc ces compétences-là, ça a un prix.
Chacun son tour. Pour accueillir les femmes. Vous proposez qu'il y ait des assistances. Mais tout ça, c'est très lourd, c'est très cher. Excellent. Mais c'est la loi. Réfléchir sur un chemin de réflexion. Des actions de prévention dans les établissements scolaires. Questionner la virilité. On voit bien que finalement ces questions de violence faites aux femmes sont très complexes et qu'on arrive à un moment où on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Et quand on creuse un peu ces situations de toutes ces femmes, en fait, pour mettre fin à pouvoir les aider, il faudrait qu'il n'y ait plus de violence faites aux femmes. Et quand on creuse toutes ces situations tout aussi particulières qu'elles le sont, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu une première fois. Alors, je vais juste passer ce message maintenant à tous ceux qui sont là, parce que les violences faites aux femmes, en fait, elles sont très nombreuses, très cachées. À ceux qui nous écoutent là en direct, que dès la première fois, il faut faire un stop. À ce moment-là, pour la plupart, la majorité, il n'y a pas encore d'enfants, il n'y a pas encore de mariage, il n'y a pas encore de ménage. Et rien ne justifie même une claque ou même une insulte. Ça, je le dis vraiment de manière très forte, parce que je pense sincèrement qu'on aurait beaucoup moins de situations qu'on vit aujourd'hui. C'est pas facile, je le sais, mais je pense que c'est un message qu'il faut retaper tout le temps. Rien ne justifie une violence, quelle qu'elle soit, il n'y a aucune raison. Et ça, quand on l'a compris, eh ben, je pense qu'on peut s'en sortir. Première chose. Et là, en écoutant tout ce qu'on était en train de se dire là, pour la prise en charge du coup des violences réelles faites aux femmes, me revient une idée qu'on avait à la Ligue des droits de l'homme à Nanterre, c'était de pouvoir mettre en place une unité médico-judiciaire à Nanterre. Moi, je pense, je sais que ça dépend de beaucoup de tutelles, ministère de la Justice, ministère de la Santé. On a l'hôpital de Nanterre qui est en pleine restructuration aujourd'hui. La ville de Nanterre, ville-préfecture des Hauts-de-Seine. On a un IMJ à Garches, qui est plutôt dans le sud du département. Je pense que ce serait pas... que ce serait pertinent d'avoir un IMJ à Nanterre, à l'hôpital de Nanterre par exemple, parce que c'est là où on a de l'espace. On a la préfecture, on a les tribunaux, on a la justice qui est sur place, et je suis d'accord qu'il faut les moyens pour cela, mais je pense que c'est quelque chose que la ville de Nanterre, avec la préfecture des Hauts-de-Seine et le conseil départemental, pourrait pousser à mettre en place pour justement faciliter les déplacements, pas que pour les Nantériennes, mais aussi pour le bassin du nord des Hauts-de-Seine. Merci. Bonsoir, je m'appelle Hugo. Je voudrais rebondir et appuyer sur les questions de sensibilisation des populations et puis d'éducation des enfants à l'égalité de genre et au rapport égalitaire entre les femmes et les hommes. Évidemment, on est dans une situation, Zahra l'a dit tout à l'heure en introduction, sur le fait qu'on parle beaucoup en ce moment de droits des femmes, on en a beaucoup parlé dans nos ateliers, on en a beaucoup parlé ce soir. Ce que révèlent tous ces mots, tous ces échanges, c'est que notre société est déréglée, qu'elle est monstrueuse par certains aspects, qu'elle est déformée, qu'elle est violente et qu'elle est cruelle. Ceci étant dit, nous tous qui sommes rassemblés à Nanterre, réunis à Nanterre parce qu'on veut changer la ville et parce qu'on veut changer le monde, on ne peut pas du coup s'exonérer de changer cette situation-là. On ne peut pas, par exemple, penser qu'on pourra être en sécurité à Nanterre si 50% des Nantériennes ne sont pas en sécurité. On ne peut pas s'imaginer qu'on pourra être en liberté à Nanterre si 50% des Nantériennes ne sont pas en liberté. Vous entendez les polémiques régulières sur la manière dont les femmes s'habillent et qui sont odieuses et qui indignent quiconque est attaché aux libertés publiques. De ce point de vue, évidemment, toutes les politiques publiques qu'on veut mettre en place à Nanterre, et singulièrement la bataille pour une maison des femmes, mais également les cellules d'écoute, mais également les gardes d'enfants, jouent un rôle essentiel. On a besoin que la ville de Nanterre dise voilà ce qui est la norme, voilà pourquoi nous voulons nous battre, voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici à Nanterre pour l'égalité, pour transformer la société, pour une société féministe. Ceci étant, je voudrais souligner le fait, tout à l'heure on disait 130-129 féminicides. Ça veut dire 129 femmes mortes sous les coups de leurs conjoints. Ça veut dire 129 conjoints qui ont tué leurs femmes. Ça veut dire 200, 300, 400 voisins qui ont entendu les disputes, qui ont entendu les coups, qui ont entendu les violences et qui n'ont pas su réagir. Qui n'ont pas su réagir, qui n'ont pas de leçons, c'est pas facile. Effectivement, il faut être formé et il faut l'être sérieusement. Ça veut dire aussi 500, 1000 peut-être amis
proches qui n'ont pas trouvé les mots, disant je te crois, il faut se mettre à l'abri, il est dangereux, il faut l'éloigner, je te crois, quoi que tu fasses, j'ai pas besoin que tu portes plainte pour que je te croie. Ça veut dire toute cette situation-là. Et ça veut dire que la question de la sensibilisation, elle doit nous permettre, non seulement évidemment on va essayer de changer la ville et on va essayer de changer les politiques publiques, mais la question de la sensibilisation et de l'éducation des enfants, elle doit aussi permettre de nous changer nous, et il y a besoin que nous, singulièrement les hommes, on change. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il nous reste 5 minutes et on va passer la parole à Patrick Jarry s'il n'y a pas d'autres propositions. Bon, alors un petit mot, je le redis, évidemment l'objectif c'est pas que à chaque proposition ou idée, le maire dise oui, non, hein, on est donc dans un processus de construction de réponses collectives de ce que nous ensemble nous considérons comme prioritaire ou que nous considérons sur lequel on doit progresser, faire des efforts ensemble. Donc c'est pas l'idée, est-ce que M. le maire est d'accord avec telle ou telle proposition, c'est l'idée comment ensemble on choisit ces propositions et on les met. Alors évidemment, je crois que notre débat ce soir est vraiment de très bonne qualité, d'un très très grand intérêt. J'ai un peu d'expérience dans cette ville, je pense qu'il y a peut-être un moment qu'on n'a pas eu un débat aussi intense sur une question comme celle-là, des droits des femmes dans la ville, évidemment en plus avec son volet féminicide ou violence faite aux femmes, mais je crois en même temps que c'est assez en rapport avec cette idée à la fois d'être une ville dans laquelle on entreprend nous-mêmes et où en même temps on porte une cause comme celle-là pour la porter au-delà du territoire. Donc, ça a été dit par un certain nombre. Nanterre est une grande ville, c'est aussi une ville qui sait se faire entendre, c'est une ville qui sait faire entendre sa parole, celle de ses femmes, celle de ses habitants. Et donc je pense que c'est un chemin tout à fait intéressant. Évidemment, j'ai entendu que la Maison des femmes, vous l'aviez déjà écrite presque dans tous ces détails, ça fait déjà un joli programme, une jolie idée une jolie proposition à construire. Mais je vois que déjà elle est très très élaborée. On a presque enlevé le point d'interrogation déjà. Enfin, vous l'avez enlevé en tout cas sur le point d'interrogation. Vous l'avez enlevé. J'ai entendu l'interpellation de Madame tout à l'heure sur la question du logement. Évidemment, je vois bien le besoin qu'il y a de bien détailler toutes les situations entre des femmes qui sortent d'un commissariat le soir, entre des femmes pour lesquelles il faut protéger immédiatement, entre des femmes pour lesquelles ils ne peuvent pas, évidemment, parfois les gens s'adressent aux élus, mais les élus, heureusement, n'ont pas de pouvoir au-dessus de ce qu'est la loi, heureusement, hein, parce que si les élus pouvaient passer par-dessus la loi, évidemment, ça serait extrêmement préoccupant pour les libertés en France. Mais il y a bien ces détails-là. Moi, je pense, cela dit comme madame, que sans doute, on va regarder ça de près, quoi, parce que c'est important que nous, la ville, y compris dans tous ces dispositifs, on voit là où il y a des trous dans la raquette et qu'on essaie de, sur les endroits où les trous, non, on peut les boucher, il faut qu'on le fasse. Tout à l'heure, parce que la question est venue, donc on a examiné le cas de la dame, évidemment, qui est venue la dernière fois, qui nous avait interpellés. Et justement, on voit bien un trou dans la raquette, puisque cette dame, que Caroline Bardoquet a reçue, pour lesquelles on va trouver une solution dans les semaines qui viennent, cette dame, en réalité, elle était dans un logement social. Elle était à l'office départemental, elle s'était tournée vers son bailleur pour trouver une solution ailleurs. Son bailleur lui avait fait plusieurs propositions qu'elle avait refusées parce que des membres de la famille étaient dans d'autres quartiers, parce que évidemment
on soulevait tout à l'heure, parfois il faut aller à Marseille. Donc, nous, Caroline pourrait dire, on n'a pas bien fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on n'a pas, quand je dis nous, les services, la ville, les élus, on n'a pas fait bien ce qu'il fallait. Et là, on voit bien les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. Et donc, il faut qu'on retravaille cette question, logement, le détailler, y compris avec les associations qui connaissent. J'aime bien le terme association, mais je crois tout à l'heure, Zara a précisé, là, pour le coup, on est avec, sur ces associations, une délégation de services publics. C'est-à-dire qu'on n'est pas, puisque le terme association, il est utilisé pour tout, avec tout à fait intéressant, avec parfois donc, des femmes qui peuvent penser que c'est des femmes bénévoles, au même titre que l'association amicale des locataires ou l'association des parents d'élèves. Là, on est, donc l'association, les associations dont on va parler sont des associations de professionnels, avec des avocats, avec des gens qui sont dedans. Donc ça aussi, je crois que c'est important que on arrive un peu avec ces associations donc, à bien décrypter dedans, et puis voir, nous donc à Nanterre, mais aussi peut-être nous avec une série d'autres villes dans le département de Haute-Seine, comment on peut boucher les trous de la raquette. Parce qu'à l'évidence, il y en a, et la situation qu'évoquait tout à l'heure Madame, et qu'on évoquait pour la dame de la dernière fois, elles existent. Voilà, alors après, j'ai vu qu'il y avait plein d'idées, plein de propositions. Bon, on sent qu'avec votre énergie, Nanterre peut devenir une ville où les femmes prennent le pouvoir et puis multiplient les idées, les propositions. Je suis très très fier de voir qu'on peut devenir une ville comme ça, que vous avez beaucoup d'idées. Donc on a tout pris en note, on va les retranscrire, etc. Un petit mot sur l'université. Tout à l'heure, on était une jeune étudiante à interpeller sur la résidence universitaire. Franchement, c'est le point qui me désespère le plus à Nanterre. Ça fait 10 ans que je me bats avec l'université pour qu'on essaie de faire un quartier de la ville et de l'université, c'est-à-dire de mélanger la ville et l'université, notamment dans cet endroit où il y a la cité universitaire, qui a été installée au bout de la ville. Elle a été installée au bout de la ville. On a échoué. L'université n'a pas voulu. L'université, elle a décidé qu'elle voulait rester dans ses frontières d'université et qu'elle ne voulait pas qu'il y ait un quartier du mélange entre la ville et l'université. Et l'État, puisque l'on est dans une opération internationale, l'État a donné raison à l'université. Voilà. Moi, je pense, malgré cet arbitrage de l'État, qu'il faut que monte de la résidence universitaire l'idée qu'il faut d'urgence qu'on bouge tous ces endroits-là et qu'on arrive ensemble. C'est pas très très compliqué, en plus c'est une opération internationale, la plupart des terrains sont publics, donc on n'est pas dans des difficultés où il faut maîtriser les terrains qui appartiennent au privé, mais s'il ne s'exprime pas de l'université, et notamment de la résidence universitaire, la volonté de se mélanger avec la ville, d'être avec la ville, pas la ville en tant que municipalité au sens politique du terme, avec la ville en tant que ville, entité dans laquelle on est tous ensemble, alors les gens qui portent l'idée d'être deux mondes séparés l'emportent. Alors vous allez me dire, ils n'emportent pas souvent que sur cette question-là, puisque je l'ai dit, mais une étude a été faite par l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France, qui montre que dans ces 10 dernières années, les villes de l'entre-soi sont devenues encore un peu plus les villes de l'entre-soi. Les villes qui accueillent les familles les plus pauvres accueillent encore un peu plus les familles les plus pauvres. Et il n'y a que quelques villes qui ont fait démentir cette loi presque d'airain qui s'applique d'une manière presque invisible, dont Nanterre fait partie, mais on n'est pas beaucoup dans ce sens-là. Donc,
évidemment, cette tendance à vouloir tout le temps séparer plutôt que mélanger, que mixer, que métisser, enfin tous ces jolis mots, évidemment, ça s'exprime aussi à l'université. Ça s'exprime aussi à l'université, malgré donc un monde universitaire qui, normalement, porte des idéaux, porte de la recherche, porte de l'avenir. Pour terminer sur ce soir, donc je veux évidemment redire, donc on est au 5e débat, donc il y en a encore 5 autres qui vont se tenir. Je veux également redire que donc vous savez que j'ai proposé que la liste pour la future liste pour les élections municipales soit à la fois constituée d'élus qui seront proposés par les forces politiques de gauche et écologistes qui se rassemblent à Nanterre, mais j'ai également proposé que la moitié, ou entre 40 et 50% des élus soient des élus issus des citoyens. C'est obligatoire. Égalité homme-femme, obligatoire. Donc pour le coup, il n'y a pas de... Bon. Et donc on a écrit publiquement, alors parfois tout le monde ne lit pas exactement tout, mais on a écrit publiquement que donc on proposait à ceux qui pensaient ou qui étaient intéressés par cette démarche qu'ils pouvaient faire acte de candidature. Donc j'invite évidemment les femmes à le faire, puisque c'est une nécessité et c'est une importance. Un certain nombre de personnes ont envoyé leur candidature, et donc elles feront l'objet d'un débat public sur les caractéristiques des uns et des autres et d'un choix public. Donc c'est pas simplement envoyer les candidatures et puis le maire de Nanterre va regarder ça et choisir, etc. Non, on va aller vers une présentation publique de toutes ces candidatures, pour ceux qui le souhaiteront aller jusqu'au bout, et puis avec un choix ensemble public, évidemment avec les gens qui s'engagent autour de la liste que je conduis, puisque évidemment il ne s'agit pas de faire choisir par un certain nombre de gens qui parfois viennent dans nos réunions, qui viennent au nom d'autres candidats, mais évidemment on les accueille bien volontiers pour leur donner quelques idées, mais évidemment c'est dans cette idée de rassembler. Donc n'hésitez pas, donc ceux qui imaginent ou qui pensent, qui pourraient ou qu'elles pourraient, puisqu'on est au féminin ce soir, qu'elles pourraient apporter dans cette ville. On a besoin de toutes ces idées, de toutes ces diversités entre élus issus des formations politiques et puis élus issus de citoyens engagés. Les dernières évolutions en France ont montré que la plupart de ces grands mouvements, si on prend par exemple en tête les Gilets jaunes, par exemple, celui-là est né comme ça des citoyens et bien d'autres initiatives. Donc c'est aussi important pour notre ville que nous prenions ensemble toutes ces nouvelles manières d'orienter les choses. Sur ce, donc, je vous remercie de votre présence. Et donc, notre prochaine réunion, c'est le jeudi prochain. Donc, c'est tous les jeudis. Le prochain, c'est sur la transition écologique. Venez nombreux et nombreuses, évidemment, c'est un sujet important. Et c'est salle des fêtes, rue des Anciennes Mairies, à partir de 19h30. Merci encore à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Très bonne soirée. Et merci d'empiler les chaises rouges.